Yohan Lennes, est-ce que tu faisais partie des quelques 10 000 spectateurs qui étaient au Centre Bell le 25 avril 2015, donc il y a presque 10 ans, pour le dernier gala de l'UFC présenté ici à Montréal? Malheureusement, non. Je faisais pas partie des spectateurs qui étaient là. Pour nous donner une idée, il y a 10 ans de ça, là, moi, j'avais même pas commencé les arts martiaux mixtes encore. Donc, je débutais dans ma carrière, peut-être en tant qu'amateur. Je devais avoir déjà boxé. Mais non, je faisais pas partie des spectateurs qui étaient présents. Donc, même à ce moment-là, tu pouvais pas prédire que tu allais devenir combattant. Donc, pour toi, c'était pas nécessairement un happening important, l'UFC à Montréal à ce moment-là. Non, et puis je pense que j'étais peut-être même pas au courant, surtout si on se rappelle, je pense que Georges Saint-Pierre était pas sur la carte. Non. Donc, vraiment, je pense que j'étais pas au courant qu'il y avait un UFC à Montréal. Non, c'était pas dans mes plans futurs de me rendre en tant que combattant professionnel. Ça vous donne une idée à quel point ça fait longtemps que l'UFC n'est pas venu, 10 ans. Yohan Lennes a eu le temps de faire, d'avoir sa carrière amateur, de commencer chez les pros, d'aller gagner des ceintures aux États-Unis, d'être à l'UFC, de revenir au Québec. Wow. Il s'en est passé des choses quand même depuis 10 ans. Ouais. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'annoncer officiellement après 10 ans. L'UFC sera de retour à Montréal en mai prochain pour l'UFC 315. Tous les détails dans une trentaine de secondes. Bienvenue au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. SOS Podcast! Bienvenue tout le monde, Ben Baudouin en compagnie de Yohan Lennes. On va parler de cette grosse nouvelle, bien sûr. On va parler de ce qui s'en vient à l'UFC 312 aussi cette fin de semaine, des extraits d'entrevues avec Dricus du Plessis, champion des poids moyens, et Tatiana Suarez, qui est l'aspirante au titre des poids pailles chez les dames. On va revenir sur ce qui s'est passé du côté de Riyad, Yohan aussi, avec cette défaite assez cinglante d'Israël Adesanya. Quel avenir pour lui? Mais ouais, enfin, diront les amateurs, UFC 315, marquez ça à votre agenda, en collaboration avec Tourisme Montréal. L'UFC sera donc de passage le 10 mai prochain au Centre Bell. Les billets seront mis en vente officiellement. Admission générale le 28 février, donc à la fin du mois. Mais pour les membres du Fight Club de l'UFC, ça c'est une plateforme payante. 2 jours de préavis, donc ceux qui sont membres de ça peuvent acheter leur billet à partir du 26 février et ceux qui sont abonnés à l'infolette de l'UFC à partir du 27 février. Donc, si vous voulez avoir les meilleurs billets disponibles, être en avance, allez vous abonner à l'infolette ou abonnez-vous au Fight Club de l'UFC si ce n'est déjà fait. Mais première réaction, on sait pas qui va se battre, mais on sait qu'il va y avoir que les meilleurs combattants au monde ou certains des meilleurs combattants au monde vont être à Montréal le 10 mai prochain, Yohan. Quelle nouvelle. Je pense que tous les fans d'arts martiaux mixtes québécois attendaient ça avec un grand retour, avec impatience. Là. Finalement, un gala à Montréal, au Centre Bell. On a des gros noms, là, en plus. On a Charles Jourdain qui travaille extrêmement fort, qui a fait un retour chez les 135 livres, gagné son dernier combat très dominant. On s'attend à voir un Mike Melotte que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu combattre. Marc-André Barriault pourrait peut-être faire un retour. Ayman Zahabi qui est rendu dans le top 15. Jasmine qui a gagné son dernier combat. On a tout ce qu'il faut pour faire une grosse carte. Ouais, exactement. Il va y avoir des combats de championnat en jeu. Là. C'est un gala de télé à la carte. Là. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des combats de championnat. On n'a pas les détails encore, mais comme tu dis, 13 Canadiens à l'UFC. Ils seront peut-être pas tous sur la carte, mais il va en avoir plusieurs. Puis, je pense qu'il faut s'attendre, c'est ça, à ce que les 3 Québécois soient là. Donc, et puis, ça fait du bien. Je suis content pour eux, en fait, parce que ces gars-là, Ayman, Marc-André et Charles sont à l'UFC depuis longtemps. Et ça va être la première fois qu'ils vont avoir la chance de combattre à la maison, là. C'est pas rien? Non, c'est pas rien. Puis se battre devant ses fans, c'est quelque chose. Mais se battre devant sa famille, devant les amis, devant tout le monde, ça va leur amener une énergie qui est représentative. C'est tellement grand pour un combattant de se battre à la maison, d'entendre son nom dans les estrades, de savoir que la famille, les amis, que tout le monde est là pour le supporter. Donc vraiment, là, pour eux, ça va être un moment qui va être inoubliable de pouvoir se battre à la maison. Ça me fait penser, on va féliciter officiellement et publiquement notre ami Charles Jourdain qui a eu son petit bébé là, avec nouvellement papa. Sa conjointe Clarence, le petit Hector Jourdain là, qui est né il n'y a pas longtemps. Donc félicitations à la famille. Ouais, félicitations Charles. 8e événement de l'UFC à Montréal, le premier en 10 ans. Bon, pourquoi ça a pris autant de temps?
La dernière fois, l'UFC 186, malheureusement, juste 10 000 personnes qui sont présentées. Je pense que ça aide, je pense que ça explique pas mal en partie. C'est une des grosses raisons pourquoi l'UFC a pris 10 ans avant de revenir. Parce qu'avant ça, Montréal, c'est une destination incontournable. Là. On est venu presque à chaque année entre 2008 et 2013. Là. Lorsque Georges Saint-Pierre était là, on avait des Georges Saint-Pierre, on avait des Patrick Côté, on avait des grands noms. Rory McDonald qui s'entraînait vraiment au Tristar à Montréal. Donc vraiment... Olivier Aubin-Mercier, Valérie Letourneau. Oui, exactement. Il y avait des gros noms qui étaient présents ici. Donc, je pense que c'est sûr que ça leur a fait mal, à dernier événement, d'avoir seulement 10 000 spectateurs. Par contre, là, je pense qu'avec les noms qu'on a, s'ils sont en mesure de placer un combat principal qui va être en demande, la carte puis le Centre Bell va se remplir assez rapidement. Puis c'est pas la seule raison. Là. L'UFC a voulu... Tu sais, c'est ça, parce que c'était facile de venir à Montréal quand Georges était là. Exact. Il a rempli le Centre Bell 4 fois. Là. Puis il a rempli Toronto aussi, le Rogers Arena. Partout, à lui seul, pratiquement. Partout où il passait, il remplissait les arénas. Donc, tu sais, puis l'UFC a fait plaisir aux amateurs québécois en mettant le héros local à la maison, c'est sûr. Mais ça a donné, alors que Georges a quitté en 2013 pour une longue pause de 4 ans, ça a donné l'occasion aussi à l'UFC un peu d'élargir les horizons au Canada. L'UFC Canada, c'était pas mal Montréal, le marché. Là, on a vraiment voulu étendre ça d'un océan à l'autre. On a développé les marchés de Vancouver, d'Edmonton, on est allé souvent là-bas. Toronto, on a eu des gros événements. Et les Maritimes aussi, on est allé souvent en Nouvelle-Écosse. On est allé souvent au Nouveau-Brunswick aussi. Donc, c'est ça. Oui, ça fait mal le dernier, moins de monde, mais on a aussi profité de ce momentum-là pour élargir nos horizons. Là, en ce moment, c'est l'opportunité idéale pour tout ce qui est les gens de Montréal, les gens de Québec, de démontrer à l'UFC qu'on est des fans d'arts martiaux mixtes. Exact. Il faut qu'on vende des billets, il faut que le Centre Bell soit rempli pour qu'on puisse avoir la chance de revoir l'UFC peut-être dans 1 an, dans 2 ans, mais que l'UFC se dise, bon, Montréal est de retour sur la map. C'est une ville qui est fan d'arts martiaux mixtes, c'est une ville qui est fan de l'UFC. On va faire un gros show, ça va fonctionner, puis on va revenir rapidement. Exactement. Donc, l'invitation est lancée. Mettez ça à votre agenda le 10 mai prochain. UFC 315 du côté du Centre Bell en collaboration avec Tourisme Montréal. Les billets en vente à la fin du mois. De Montréal, allons à Riyad, en Arabie Saoudite, mon cher Yohan. Que s'est-il passé pour Israël Adesanya? Bon, chapeau à Nassourdine Imavov. Grosse victoire, la plus grosse de sa carrière, assurément. KO au 2e round contre la légende vivante, l'ancien champion Israël Adesanya. Comment t'as vu ce KO, cette grosse main droite? Là? Comment expliquer que Izzy, un aussi bon combattant debout, se soit fait pincer par cette main droite? Là? Moi, j'ai été totalement déstabilisé quand j'ai vu la main droite passer. J'ai senti que Izzy était tout en contrôle quand même au niveau du premier round puis au niveau du 2e round aussi. J'ai senti qu'il a mangé un uppercut. Il a reçu un uppercut dans le 2e round. On dirait que ça l'a vraiment réveillé. J'ai senti que là, il était de retour dans le combat, qu'il était vraiment prêt. Là, il y a eu un doigt dans l'œil. Ouais. Le combat s'est arrêté. J'ai vraiment senti qu'il a voulu faire comme Alex Pereira. Non, c'est correct. Laisse-moi continuer. Je vais régler ça. Dans les secondes qui suivent, la main droite a passé du côté où est-ce qu'il y avait eu le doigt dans l'œil. Et est-ce que c'est un arrêt rapide? Selon moi, non. Selon moi, l'arbitre a vraiment... il fait un bon travail. Limiter les dommages, c'est ce que je veux dire. Limiter les dommages parce que vraiment, Adesanya n'était pas dans une bonne position puis il n'était pas capable de se relever. Donc, chapeau à Imanov, mais moi, j'ai le cœur brisé d'avoir vu Adesanya terminer comme ça. Là. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver justement avec Adesanya? C'est quoi? C'est 4 défaites à ses 5 derniers combats. 3 défaites de suite, c'est ça, 4-5. Une défaite par soumission contre Duplessis. Ouais. Une défaite par KO contre Imanov. Ça doit être dur pour le moral. Ça va être dur pour le moral. C'était un des plus grands 185 livres que l'histoire de l'UFC a pu avoir. Là, on est sur une belle lancée de défaites. Semble avoir une attitude très positive. Il a donné le crédit à Imavov. Exactement. Il était très gracieux dans la défaite. Là. Exactement. On l'a vu que suite à son KO, là, il a lancé un coup de poing au sol. Il était frustré sur le coup. C'est exact. Sûr, il semblait déstabilisé, semblait frustré. Par contre, là, une attitude de champion, donne le crédit à Imanov. Ça va être quoi la suite pour Adesanya? On veut pas voir un grand combattant comme ça terminer. Parce que moi, je faisais le parallèle avec Anderson Silva. Qui était le plus grand champion à 185 livres, puis il était considéré comme le GOAT. Mais son étoile a tellement pâli quand il a fini sa carrière avec 7 défaites en 8 combats. Exactement. T'sais, on se dit, s'il avait pris sa retraite avant, il serait encore considéré parmi les plus grands. Là, il est un peu moins.
juste à cause de ça, 7-8, ça fait mal, mais là, Izzy est rendu à 4-5. Là. Exact. Donc, est-ce que Izzy va vouloir terminer sa carrière sur une bonne note? Certainement. Est-ce qu'il va vouloir prendre sa retraite immédiatement suite à un KO comme ça? Ça me surprendrait. Est-ce que je souhaite voir Izzy faire encore 4-5 combats? Non, pas du tout. Peut-être aller chercher une dernière victoire pour terminer sur une bonne note, ça serait la solution. Mais clairement, une défaite crève-cœur. Moi, j'étais dans mon salon, je regardais ça, puis j'ai pas parlé à ma blonde pendant une demi-heure. Ah ouais, c'est vrai. Okay. Non, mais c'est ça. Il était tellement aimé, tellement apprécié. C'est un gars qui est un grand champion, charismatique en plus, sa personnalité et tout. Puis c'est un peu un ovni aussi à l'UFC. Ben, je regardais. Il est arrivé en 2018, après une très belle carrière en kickboxing. Tout de suite, il s'est dit, il faut que je devienne champion rapidement. Là, j'ai déjà beaucoup de millage. En l'espace de 12 mois, il est allé chercher 5 victoires de suite. On lui a donné un combat, championnat intérimaire, il l'a gagné. Il l'a défendu 5 fois. Il a unifié les titres. Je veux dire, il n'a pas été là longtemps, mais il a été... il a été dans l'organisation de l'UFC pendant 7 ans, mais une domination totale. Pour les 5 premières années et demie où il est allé chercher énormément de victoires. Il était ultra actif. On se souviendra d'Israël Adesanya qui rentrait dans ses combats en faisant des chorégraphies de danse avec des masques, avec des gars qui étaient autour de lui pour danser. C'était un combattant qui était spectaculaire, mais c'était surtout quelqu'un qui offrait un spectacle. Ah ouais, c'est un entertainer incroyable. Du début à la fin. Donc vraiment, c'est ce qu'on va se souvenir d'Israël Adesanya. Et un mot sur Nassourdine Imavov, le français, qui lui mérite un combat de championnat, je pense. Là. Clairement. A montré qu'il était dominant. Premier round, il a amené Israël Adesanya au sol, travaillé au niveau du combat contre la cage, avec la lutte, vraiment montrer qu'il pouvait diversifier ses attaques. Fini avec une belle main droite, un KO comme ça. Écoute, aucun doute qu'il doit avoir un combat de championnat. OK, un mot sur Michael Venom Page qui a fait une bouchée de Sharabulet Magomedov. On s'attendait à un combat debout, c'est ce qu'on a eu droit, mais Venom Page a été pas mal plus efficace. Je veux dire, il a neutralisé complètement... 38, 39 ans, Michael Venom Page? Ouais, il est pas jeune. Wow, non, encore un athlète de très haut niveau. Première défaite en carrière pour Magomedov aussi, là. Il est 15 ans, il était 15-0. Exactement. Moi, j'avais un petit peu ce pronostic pour ce combat-là. Magomedov, je pense pas qu'il avait été testé vraiment pour affronter un Michael Venom Page. On l'a vu, Michael Venom Page qui est un as au niveau de la distance, contrôle tellement bien la distance et on l'a vu des in and out. Il rentre, il sort, il touche, il rentre, il sort. Une domination complète, on l'a mentionné. Fait que, qu'est-ce qui va se passer avec Magomedov? Là, on parle déjà de prendre une retraite. On parle que son œil a vraiment été affecté par des coups. Donc, vraiment, va falloir voir c'est quoi la suite pour lui. Là. Il a dit aussi après, je sais pas si c'est des excuses, mais il a dit qu'il y avait beaucoup de... Il était vraiment... il était malade, là, carrément. Il y avait des virus, un empoisonnement alimentaire, tout ça. Donc, il était pas à 100% pour ce combat-là, mais... Quand on gagne, il n'y a pas de défaite, mais quand on perd, il y a toujours une raison. Ben, c'est ça. Malheureusement. Exact. C'est ce que les gens un peu disent. Là. Ils disent, OK, se trouver des excuses comme ça. On en aura vu d'autres. Tu as parlé de Jasmine, Jazz Devicious au début du show. Elle est allée chercher une très, très belle victoire contre Mayra Bueno Silva. Si bien que maintenant, Jasmine Jazz Devicious a fait un bon 3 positions. Elle est dans le top 10 à 125 livres. C'est la Canadienne la mieux classée à l'UFC. Là. C'est la seule dans le top 10 de sa catégorie. À surveiller, 4e victoire de suite aussi. Là. À surveiller, 4e victoire de suite. Là, elle va tomber contre des combattantes qui vont être très complets. Bueno Silva, on l'a vu, combat au niveau du combat debout, elle laisse à désirer un petit peu. C'était un petit peu brouillon, semblait manquer d'énergie. Par contre, Jasmine, sa lutte, son jiu-jitsu brésilien, son contrôle, A1, on n'a rien à dire pour ça. Là où ce que je me questionne, c'est au niveau de son combat debout. Lorsqu'elle va tomber dans le top 5, 6, 7, elle va affronter des grandes combattantes. Ben, c'est ça, on regardait le classement. Là, elle est 9e. Devant elle, disons, il y a Jessica Andrade, qui est une des plus grosses cogneuses chez les dames. Il y a Rose Namajunas, qui est une incroyable combattante debout. Là, tu te rends dans le top 5, tu as Macy Barber, Erin Blanchfield, puis le 1 et 2, Manon Fiorot, qui risque de se battre pour le titre éventuellement, et Valentina Shevchenko, la championne. Je veux dire, ça, c'est du haut calibre de striking. Là, c'est du haut calibre. Puis c'est des filles qui savent lutter aussi. C'est des filles qui sont habituées de défendre les amener au sol. Parce que c'est des spécialistes du combat debout. Là. J'allais dire aussi, maintenant je pense à une Manon Fiorot ou une Jessica Andrade, c'est des filles qui sont musculaires, qui sont fortes physiquement. Jasmine n'a pas l'air nécessairement musclée, là, forte physiquement. Je sais pas si c'est juste une impression. Elle est grande aussi, là. Mais tu sais ça, elle est pas bâtie comme ces filles-là. Je sais pas que ça peut avoir un impact. Là. Puis j'écoutais son coach à Jasmine qui parlait puis qui disait que lors de son dernier sparring, sa dernière mise en situation de combat,
dans son camp d'entraînement pour son combat à Riyad. Elle a eu un dernier sparring très difficile contre une fille qui était bonne en kickboxing. Donc, ça a été quelque chose qu'elle a dû travailler au niveau de sa résilience, de son mental. Elle a terminé son camp d'entraînement avec des doutes un petit peu. Donc là, à partir de ce moment-là, on l'a vu, son combat debout était peut-être pas à point. Là, elle va tomber contre des filles qui savent se battre debout. Donc vraiment, j'ai hâte de voir l'évolution parce que j'adore Jasmine, j'adore tout ce qui est Niagara Top Team et son équipe. J'adore sa lutte et son jiu-jitsu brésilien. Par contre, j'ai pas semblé voir une évolution depuis qu'elle est rentrée à l'UFC. Depuis ses débuts à maintenant, au niveau de son combat debout, ça semble stagner. Donc j'ai hâte de voir. Ouais, ben c'est ça. Puis là, elle aura des gros défis, c'est sûr, devant elle au cours des prochaines semaines. Voilà pour la carte de Riyad la semaine passée. On passe cette semaine en Australie. Yoann, on est à Sydney pour l'UFC 312. En grande finale, Dricus du Plessis contre Sean Strickland. La revanche, le championnat des poids moyens en jeu. On se rappelle que du Plessis avait volé la ceinture de Sean Strickland à Toronto il y a 1 an, en janvier 2024. Depuis ce temps-là, du Plessis est allé passer une soumission à Israel Adesanya pour une première défense de titre, et Strickland, lui, est redevenu aspirant numéro 1 avec une victoire par décision partagée contre Paulo Costa. Donc, quand tu regardes les classements et le parcours de ces deux gars-là, de faire une revanche tout de suite, c'est le combat à faire, selon toi, à 185 livres? Je pense que oui, parce que c'est deux combattants qui sont quand même dominants dans leur division. C'est deux combattants qui sont très divertissants. Comme tu l'as mentionné, du Plessis a gagné par split. Donc, vraiment, là, c'était un combat qui était très controversé. Ouais, c'était serré, en fait. Puis c'est ça. Beaucoup disaient que Strickland avait gagné. Ouais, exact. Et vice-versa, là. Ouais, c'est ça. Ça avait été... je sais pas si ça avait été un vol, mais en tout cas, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Et c'était... Tu sais, je pense qu'il y a une décision partagée. Personne peut remettre ça en doute. Ce qui a fait la grosse différence, c'est qu'à un moment donné... Du Plessis a commencé à lutter. Là. Il a réussi 6 amenés au sol, alors qu'il n'en avait pas réussi dans les 2 premiers rounds, je pense. Ouais. Donc, il tirait clairement de l'arrière après 2 rounds, mais il a réussi à aller... Puis on sait que Sean Strickland, c'est un très bon lutteur. Là. En début de carrière, il utilisait énormément sa lutte pour gagner ses combats avec sa lutte, avec des soumissions aussi. Là, semble vouloir faire un spectacle et garder le combat debout. Tu sais, ça semble être sa marque de commerce, ça semble... être ce qu'il veut démontrer, qu'il est capable de se battre debout. Je pense que ça pourrait être intéressant pour lui de commencer à mixer. Tu sais, Sean Strickland, il y a 14 décisions à sa fiche, tandis que Duplessis, c'est plus un combattant qui termine ses combats dernièrement. Donc, on sait que Duplessis a vraiment beaucoup d'endurance. C'est quelqu'un qui a de l'énergie jusqu'au bout. J'ai vraiment hâte de voir ce combat-là, comment il va se terminer, parce que généralement, quand un champion combat et que ça se termine en split decision, généralement, on la donne au champion. Quand le combat est serré, c'est le champion qui garde sa ceinture, généralement. Ouais, dans un round serré, t'as raison. Donc là, j'ai hâte de voir, est-ce qu'il va être en mesure d'aller rechercher sa ceinture? Ça va être un bon combat. Ça va être un très bon combat. J'ai parlé à Dricus du Plessis au cours des derniers jours. Notamment, il a mis sur Instagram, il a dit ça va être une performance que les gens dont les gens vont se rappeler. Je me suis jamais senti aussi bien. Je lui ai demandé s'il y avait quelque chose de particulier dans son camp qui expliquait son niveau de confiance. Mais il explique que c'est vraiment comme le parcours, là, et le fait qu'il soit maintenant rendu champion et tout le travail qu'il a fait pour en arriver là, l'accumulation qui fait en sorte qu'il se sent vraiment à son meilleur. You just start building from one camp to the other. There's no breakdown. You're not fighting and then it's going down and then you're coming back. I just built, and every camp I get better and better and better, and I start building on it. It's like compound interest. It's just, building the improvements. And in this camp, I feel unstoppable. I feel superhuman. I feel my conditioning is where it's never been. My, everything that we've worked on over the past couple of years is coming together. Ah, j'aime ça, les intérêts composés, le fait que c'est comme quand tu mets de l'argent dans un compte d'épargne, mais cet argent-là, tu le retires pas, là, tu le gardes, puis ça fait juste s'accumuler par la suite. Oui, puis c'est vrai ce qu'il dit, parce qu'on l'a vu avec Dricus du Plessis, son cheminement, monter, puis de performance en performance, gagner ses combats, puis être moins Au début, brouillon. On avait vraiment des doutes. Hein? Exactement. Au début, il avait un style plus brouillon. On se disait, ce gars-là va jamais être champion de l'UFC. Puis il nous a fait mentir. Puis, il a affronté des gros noms. Darren Till, Derek Brunson, Whittaker. Il les a tous gagnés. Puis il les a finis. 22 victoires,
2 défaites, seulement 2 décisions. C'est vrai, c'est ça. C'est Il est 20 en 22 avant la limite, c'est ça. C'est quelqu'un qui termine ses combats. Donc vraiment, là, ça va être intéressant de le voir à son plein potentiel encore une fois. Là. Je parlais des 6 projections qui ont fait la différence dans le premier duel contre Sean Strickland, qui ont probablement fait pencher la balance là, au niveau de plusieurs cartes de pointage. Et là, tu as vu que Sean Strickland avait tenté un petit peu d'y aller d'un pacte là, ou d'une entente, de dire à Duplessis, OK, on lutte pas, on reste debout. Écoutez ce que Duplessis avait à dire sur cette stratégie un peu farfelue. Là. Sean Strickland definitely has, already started with the antics, which is very new for him, which is a desperation move. I'm 100% certain of saying, let's just stand and bang. I don't make pacts with contenders. I'm a champion. You can't even speak directly to me. I am going in there and I'm fighting the way I'm going to fight. It might just stay standing. It might just be on the ground. I don't fight like that. I don't go and say I have to take him down. I have to do this. The fight will show us what needs to happen. And so I think with him saying that, I just know that, he's trying to go and say, oh, no, let's just stand. And then he's going to try and wrestle. But even if he doesn't, it doesn't matter. Because what he does has no effect on how I fight. Donc, Dricus Duplessis qui dit, bon, je fais pas de pacte avec les aspirants, moi je suis le champion, il a même pas supposé de m'adresser la parole, mais il dit aussi, je serais pas surpris qu'il essaye de lutter, parce que là, il essaie de me faire croire, tu sais, c'est vraiment juste de jouer dans la tête, puis il dit, de toute façon, moi, j'ai même pratiquement pas de plan de match. J'y vais avec mon intuition. Si mon intuition me dit, il faut amener ça au sol, je le fais. Si je peux rester debout, j'ai pas de problème avec ça, j'y vais vraiment avec ce que le combattant devant moi me présente et qu'est-ce que je ressens dans la cage. Donc, il n'a pas l'air trop nerveux par rapport à ce que va lui présenter Strickland cette fois-ci. Je pense que c'est une des plus grandes phrases de Duplessis, c'est le fait que c'est un combattant qui est un petit peu imprévisible. C'est un combattant qui semble frapper fort, il peut boxer, il envoie des kicks, il peut lutter, mais il n'y a pas vraiment de style prédéfini. On peut pas dire Duplessis, c'est un combattant debout ou c'est un combattant qui c'est un lutteur. Il est capable de tout mélanger, puis c'est ce qui fait en sorte que ça devient super difficile d'affronter un combattant comme ça parce que tu sais pas ce qui va t'amener, tu sais pas ça va être quoi son plan de match. Donc vraiment, j'ai hâte de voir, puis on le sait, Strickland, ben, c'est un combattant qui est très coloré, adore parler, aime qu'on parle de lui en bien ou en mal, parlez-en, toujours prêt à nommer des sujets controversés. Donc vraiment, là, lui, ce qu'il veut, c'est jouer dans la tête à Duplessis en ce moment, c'est sûr et certain. Ouais, c'est ça, exact. J'ai demandé à Dricus Duplessis aussi qu'est-ce qui avait changé depuis 1 an, parce que il y a presque, c'est ça, c'était le 24 janvier 2024 qu'il devenait champion. Donc, presque 1 an jour pour jour, là, maintenant, depuis qu'il a la ceinture de l'UFC. Donc, il dit, c'est sûr que ça change, j'ai plus d'argent, je suis plus connu, tout ça, mais dans le gym, vous allez l'entendre, il n'y a pas grand-chose qui change. This is my purpose on earth, is to be the greatest fighter of all time. When I step in there, I'm not the champion, he's not the contender. They take the belt, and the winner leaves with that belt. So for the time that we are in that octagon, I am not the champion. I am fighting for that belt like it's the first time. It doesn't matter if I walked in there as the champion. So every day I walk into that gym, I don't walk in there as a champion. I'm walking in there because I need to walk out of there winning that title every day. Qu'est-ce que tu penses de cette mentalité-là, Johan? C'est une mentalité de champion. Wow, je regarde ça, puis pour elle, je suis inspiré. J'ai jamais eu l'occasion de penser de cette manière-là. Dans le fond, ce qu'il explique, c'est qu'il dit... Quand je vais combattre samedi, là, je serai pas le champion parce qu'ils vont m'avoir la ceinture, je l'ai pas avec moi, ils vont la prendre sur le côté puis ils vont la donner au gagnant. Donc, je me considère pas comme un champion quand j'entre dans la cage, je me considère comme quelqu'un qui doit aller chercher une ceinture. Donc, c'est la mentalité que je garde à tous les jours dans le gym. Je m'entraîne pour devenir champion à chaque séance d'entraînement. Tu sais, c'est pas nouveau qu'on voit des champions qui s'assoient un petit peu sur leur succès, qui vont se mettre à tourner les coins ronds, qui vont vouloir vivre la vie de champion. C'est moi le champion, vous me devez ci, vous me devez ça. Mais je pense vraiment que Duplessis a la mentalité à avoir. Puis si vraiment, entre ses oreilles, c'est comme il dit que c'est, je serais pas surpris de le voir vainqueur à la fin du combat. Là. Prédiction rapide? Duplessis va terminer le combat avant la fin, avant la fin du 3e round. Excellent. Vous l'aurez entendu ici en premier. Zhang Weili va défendre son titre des poids pailles contre Tatiana Suarez, qui est la première aspirante.
Zhang, c'est la chinoise. 3e défense de son 2e règne. Elle avait été championne une première fois. Elle avait perdu contre Rose Namajunas. Elle est allée rechercher la ceinture. Et là, 3e défense de son 2e règne. Contre Suarez, qui est toute une lutteuse. Fiche de 10 victoires, aucune défaite seulement. Grosse différence au niveau de l'expérience entre les deux combattantes. Mais Suarez, 34 ans, elle a été ennuyée par de nombreuses blessures, de nombreux ennuis de santé. Un combat qui s'annonce quand même serré, un choc de style aussi, parce qu'on sait que Suarez va lutter. Mais Zhang Weili est complète. Elle est capable aussi de tenir son bout en lutte. Là. Zhang Weili, 25 victoires, 3 défaites, 11 KO, 8 soumissions, 6 décisions. Elle peut tout faire, vraiment. Son plus gros gagne-pain, c'est qu'à ses 2 dernières défenses, elle a fait 5 rounds de 5 minutes. Donc vraiment, là, elle, faire des rounds de 5 minutes, 5 fois 5 minutes, c'est pas quelque chose qui va l'inquiéter. L'habitude, là, ouais. C'est une combattante que sur ses pieds, elle est très dynamique. Son combat debout est à un autre niveau. Je pense vraiment que Suarez va avoir de la difficulté à suivre le rythme. Le combat commence debout aussi, hein, parce Exactement. que tu sais que Suarez va vouloir l'amener au sol. Exactement. Et le combat commence debout. Donc, on sait que Suarez est une spécialiste de jiu-jitsu brésilien. Elle a 5 soumissions à ses 10 derniers combats. Par contre, elle a fait 3 combats avec... C'est un phénomène de The Ultimate Fighter. Donc ça, on le compte pas dans sa fiche. Par contre, si on compte tous ses combats qu'elle a fait, plus ses combats amateurs, elle aurait une fiche de 15-0. Donc vraiment, c'est une combattante qui n'est pas à prendre à la légère. J'ai l'impression qu'elle va être plus grande et plus grosse dans l'octogone que Zhang. Fait que j'ai vraiment hâte de voir est-ce qu'elle va être capable de pouvoir ralentir le combat en amenant le combat contre la cage, en essayant de lutter. Mm-hmm. Mais écoute, c'est tout un défi pour Suarez. Là. Exactement. Et elle, ce qui est intéressante de son côté, c'est vraiment son histoire. Là. Elle était sur l'équipe américaine de lutte, n'a pas pu aller aux Jeux olympiques de Londres en raison d'une grave blessure au cou. Durant sa remise en forme, on a découvert une masse cancéreuse sur sa glande thyroïde. Elle a dû subir des traitements de radiothérapie. Elle a passé aux arts martiaux mixtes, a subi autre grave blessure au cou et une grave blessure au genou. Elle a été longuement sur la touche au cours des années, à plusieurs reprises aussi. Donc, de se retrouver en combat de championnat là, à 34 ans après toutes ces épreuves-là, c'est vraiment un soulagement. Là. Il y a un sentiment de devoir accompli pour Suarez. I think like, hey, I'm doing it now, but it could have been years ago kind of thing, So that's always like on my mind. But then I'm thinking, well, now is the time that it's supposed to be. This was supposed to be my story and my journey. And my journey wasn't easy. And that's why it's going to be so much more amazing. Gagne ou perd, Tatiana Suarez peut dire que mission accomplie quand même après toutes les épreuves, là, Johan. Quelle belle histoire de résilience. Écoutez, pouvoir dire qu'on s'est battu pour un combat de championnat dans l'organisation de l'UFC après toutes ces épreuves-là démontre énormément sa force de caractère et son vouloir. Chapeau à elle. Je pense que c'est déjà une gagnante de s'être rendue où est-ce qu'elle est en ce moment. Donc, c'est sûr qu'on veut la voir gagner, surtout avec une histoire derrière elle comme on peut voir. J'ai vraiment hâte de voir ce combat-là. C'est un choc de style. Là. En parlant de choc de style, elle est convaincue, Tatiana Suarez, que sa lutte, ce sera suffisant là, pour venir à bout de Zhang Weili. No, I don't feel like it's wrestling versus striking at all. I feel like she loves to grapple as well. And every single one of her fights, she also grapples. She, in fact, she capitalizes on, her grappling against other girls. So I feel like she's going to, give me all the right reactions, and I'm going to go ahead and submit her. Do you feel she ever faced, though, a wrestler like you? No, absolutely not. Elle est convaincue que Zhang Weili n'a jamais affronté une lutteuse de son calibre. Elle dit même si je sais qu'elle va me donner une bonne opposition, je vais être capable de lui passer une soumission. Donc, la confiance est là, le plan de match est clair aussi. On parlait d'expérience, 11e combat officiellement pour Suarez, 29e pour Zhang Weili. Mais parmi les épreuves qu'elle a surmontées, là, je les ai nommées. J'ai demandé à Tatiana Suarez laquelle a été la plus difficile. Elle parle de ses 2 blessures consécutives. Là. Et c'est entre 2019 et 2023, 4 ans sur la touche, alors qu'elle était au summum là, de sa carrière. Elle avait le début trentaine. Vraiment un mauvais moment pour être blessé comme ça. On peut l'écouter, là, qu'est-ce que c'était au jour le jour de vivre et de se remettre de ces 2 blessures-là là, au cou et au genou. After I rehabilitated my neck for 2 years, I had that really drastic, traumatic knee injury that was
probably the most painful thing I've ever had to go through, to be honest. Just because it was such a severe knee injury. I mean, I tore every single ligament in my knee. And I just thought, oh man, like I did it. I did everything I was supposed to do. Now I can go back and I can go win my fight and then start, have a comeback. And then that knee injury happened. And I always honestly couldn't even believe that it was happening to me when it did, just because I was like, I don't even understand how that could happen, Quelle est la blessure la plus sévère que t'as connue, là? Je dirais ligament collatéraux interne, ouais. Ligament interne au niveau du genou. Beaucoup de physio, beaucoup de... Combien de mois? 3-4 mois, mais ça n'a rien à voir avec... c'est ça. Ça n'a absolument rien à voir. Elle, ça a été 2 ans. 2 ans pour son cou. Ouais, des disques qui étaient déplacés. Puis 1 an et demi, parce que ça devait être les 3, là, en fait. Le collatéral, interne, externe et le LCL. La lutte, c'est sincèrement un des sports les plus durs physiquement, mentalement, émotionnellement que les genoux, le cou. Donc vraiment, pour qu'elle soit sur l'équipe nationale en plus, c'est sûr et certain que son corps a été hypothéqué par ça. Là. En tout cas, ça risque d'être tout un combat parce que Zhang Weili est une combattante exceptionnelle. Tatiana Suarez, une lutteuse exceptionnelle. Combattante aussi hors pair. Beaucoup de soumissions, beaucoup de victoires dans la limite parmi ses 10 victoires. On est content de la voir là. Elle a tout un défi. Ta prédiction? On va souhaiter à Suarez d'être capable d'amener le combat au sol, d'être capable d'amener le combat. Puis ça va faire du bien d'avoir une championne différente. Zhang qui a fait un bon bout de chemin déjà. Suarez, par soumission, elle a gagné ses 2 derniers par guillotine. 3e guillotine pour Suarez. Oh, voilà! Parmi les autres combats intéressants, moi j'ai noté, et là on va y aller rapidement parce que le temps file, mais le frère d'Ilia Topuria, Alexandre. Je suis content qu'on en parle. OK, Alexandre Topuria qui va affronter un Australien, Colby Thickness. Mais ce qui est particulier dans ce combat-là, c'est que Ilia va être dans le coin de son frère Alexandre. Ouais. Et dans le coin de l'Australien Thickness, il va y avoir un certain Alexander Volkanovski. Exact. Donc les 2 rivaux vont être dans les coins cette fois-ci. Ça va être spécial. Ça va être spécial. Je pense que faut faire attention quand on a 2 frères comme ça. Hein? Je pense que Topuria a déjà un très gros nom. Je serais pas surpris que son petit frère vague un petit peu avec le nom de Ilia Topuria. On l'a vu avec le frère de Kamaru Usman. J'ai regardé vraiment les fiches de tous les combattants qu'ils ont affrontés. Rapidement, ça va vous en dire long. Alexander Topuria, la fiche des combattants qu'il a apporté, si on fait un cumulatif, tous les combattants qu'ils ont affrontés ensemble, 12 victoires, 31 défaites. Oh là là. Donc, okay. C'est pas des gros tests. Si on s'en va de l'autre côté, Colby Thickness, 27 victoires, 16 défaites. Donc, le niveau de combattant de Topuria et de Thickness, c'est pas la même chose. Fait que vraiment, j'ai hâte de voir est-ce que c'est son nom qui l'a amené là ou vraiment c'est un bon combattant. Sans me dire qu'il fait partie de tous les camps d'entraînement de Ilia Topuria, que c'est un de ses partenaires principaux. J'ai vraiment hâte de voir. Il a un gros défi devant lui, là. Colby Thickness, je dis bien son nom? Ben, je pense que oui, Thickness, okay. J'ai même pas vérifié. Là, Colby Thickness, il est 7-0, 2 KO, 2 soumissions, 2 décisions. Vraiment, c'est un combattant qui est très complet, qui semble cogner fort, semble être très dynamique. Comme je l'ai mentionné, il a affronté des combattants de très haut niveau. Donc vraiment, là, j'ai hâte de voir contre Topuria qu'est-ce que ça va donner. C'est un combat à 135 livres, donc chez les poids coqs. Et Topuria, selon les preneurs au livre, est favori quand même. OK, de beaucoup quand même. De beaucoup, relativement. Le moins 375. Donc, mais c'est peut-être parce qu'on connaît pas Thickness et les gens vont miser sur le nom qui est un peu plus connu. Ouais. Bref, à suivre. OK, passons rapidement aux actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. On finit ça avec les actualités comme d'habitude. Le temps de vous dire que la carte préliminaire de l'UFC 312 est présentée à TVA Sport 2 ce samedi à 20h. Et la carte principale, télé à la carte, dès 22h. Hey, ils vont se battre en matinée là-bas, en fait. Wow. En Australie, il y a 16 heures de différence. Donc, ça va commencer le matin. Puis la carte principale va commencer à 14h, heure locale. Donc, les gens là-bas ne se coucheront pas trop tard. Je trouve ça intéressant parce que tous les athlètes, en tout cas, je parle pour ma part, on est quand même habitué de s'entraîner en matinée.
des fois, de se battre à 22h le soir, C'était difficile, ouais. c'est plus difficile. Puis c'est long avoir toute la journée à attendre. Là. On a juste ça à penser. Souvent, on essaie de faire une sieste dans l'après-midi pour passer 1 heure ou 2. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant qu'ils se battent le matin. Ah, ben, je suis content de l'avoir mentionné parce que c'est bon à savoir. C'est une des questions que je me posais, en fait. Ouais. Est-ce qu'on préfère se battre le matin J'adorais ou me le soir? battre à Las Vegas à cause du 3 heures d'avance. Ouais. On se battait toujours en après-midi. Ouais, Par c'est la ça. suite, notre soirée était. Ça commence à était 3 libre. heures. Si la carte Exact. commence à 18 heures, par exemple, là-bas, il est 15 heures. Ouais. Ouais. Ça, c'est le fun pour ça, aller couvrir des galas à Vegas. T'as toujours ta soirée à la fin de la soirée. Après le gala, tu as encore le temps d'aller prendre une petite consommation. Une petite marche. Voilà, une petite marche, oui, sur la street. OK, Jairzinho Rozenstruik a été retranché après sa défaite de la fin de semaine. Surpris et non en même temps. Surpris parce que il avait gagné ses 2 combats précédents. Là, c'est un combat vraiment plate contre Sergey Pavlovich à Riyad. Clairement, On l'avait mentionné. le Hein? boss avait la mèche courte. Là, ouais. On l'avait mentionné, hein? On avait vu qu'un Derek Lewis contre Francis Ngannou, ce que ça avait donné. On avait dit que c'était un combat qui allait jamais se rendre à la limite, sauf si les deux ne prenaient pas de risque, puis c'est ce qui est arrivé. Ils n'ont pas pris de risque. Je pense que oui, comme tu l'as mentionné, Dana White a la mèche courte, puis il veut avoir des nouveaux poids lourds dans son organisation. Alexandre Pantoja, champion des 125 livres, veut monter à 135 pour affronter Merab Dvalishvili. Il a mentionné ça, lui, cette semaine. Très intéressant. Je suis curieux de voir ça. Je pense pas que c'est un bon move pour Pantoja, mais on veut toujours voir 2 champions s'affronter. Ah, puis il a l'air imbattable, Dvalishvili, présentement. Exactement. Donc, de voir qu'un gars il veut aller l'affronter, je veux dire, on peut pas lui enlever. critiquer Pantoja de manquer de courage puis de se dire je vais prendre juste des combats faciles. S'il va aller affronter Merab, une catégorie plus haut. Chapeau à lui. Brandon Royval, on reste sur les 125 livres, là, les poids mouches. Brandon Royval, qui est l'aspirant numéro 1, blessé, devait affronter Manel Kape le 1er mars dans ce que plusieurs voyaient comme un combat éliminatoire pour le titre. Donc, Kape va rester sur la carte. On lui a donné un autre adversaire. Je vais aller vous trouver son nom pendant que Johan tu commandes, mais c'est vraiment dommage pour Royval qui voulait lui retourner en combat de championnat. Oui, puis on le sait, tu sais, cette catégorie-là a besoin de noms. Puis je pense que ça, c'est les 2 plus grands noms qu'on a en ce moment, Cap et Royal, qui vont être contenders, qui vont être aspirants pour le titre. C'est 2 combattants qui sont très spectaculaires aussi. Donc vraiment, j'ai hâte de voir quel adversaire on va être capable d'aller chercher, parce que je trouve que c'est une catégorie qui manque un petit peu de gros noms en ce moment. vedette, là, ouais. Ouais, exactement. Je pense que ça n'a pas été confirmé par l'UFC, donc on va prendre ça avec un grain de sel, mais ce serait le combattant qui remplacerait Brandon Royval. Ce serait Assou Almabayev. OK. Donc, Qui est lui dans les classements. Il est un petit peu derrière Cap. Il est 8e, tu vois, alors que Cap est 6e. Donc, mais ça perd un peu de son lustre parce que Royval, on l'a déjà vu en combat de championnat du monde. Donc c'est dommage pour Cap, mais au moins s'il peut garder, s'il peut rester sur la carte. En plus, c'est un combat final. Ça reste une finale de gala UFC Fight Night le 1er mars prochain. Et juste en terminant avant de partir, commentaire sur Bryce Mitchell. Je sais pas ce que tu as vu. wow! Ce que Tug Nasty avait dit sur Adolf Hitler s'est rétracté par la suite. Je pense que son dernier knockout suite à Josh Emmett lui a vraiment fait beaucoup de dommages parce que, écoute, des propos comme ça, surtout rendus... Mais l'UFC, c'est rempli tellement de personnages. Ouais. Puis, veux pas... Ils mettent jamais de baillon sur les combattants. Là, Sean Strickland, je me rappelle, il a déjà dit des affaires épouvantables sur les femmes, entre autres, la communauté LGBTQ. Et jamais l'UFC a voulu le censurer. Donc, c'est pas dans les politiques de la compagnie. On te donne beaucoup de cordes, mais si tu te pends avec, c'est ton problème. Mais Sean Strickland, c'est un combattant qui s'entraîne au Extreme Couture à Las Vegas, qui est toujours au PI, qui est toujours en train d'être investi dans l'organisation de l'UFC, qui redonne aux jeunes. C'est un combattant qui est très coloré. Par contre, je l'ai jamais entendu parler contre l'organisation de l'UFC. Bryce Mitchell, c'est pas la première fois qu'il dit des choses contre l'organisation de l'UFC, qui parle que les combattants sont sous-payés. Donc vraiment, tu peux parler de choses, de sujets controversés. Choisis tes sujets. Parce que c'est sûr qu'il y a des sujets... Ben là, de nier l'Holocauste, ça commence à être... Ça commence à être vraiment intense. Puis de dire que Adolf Hitler était pas un si mauvais gars, finalement. Puis que, je pense que c'est ça. Il s'est mis les pieds dans les plats lui-même. Puis Dana White l'a remis à sa place aussi. Puis, tu sais, moi, ce qu'il faut pas oublier dans cette histoire-là, c'est... Là, tu parlais de critiquer l'organisation, c'est que Dana White, il y a un boss, hein? Ouais. Il y a un boss qui s'appelle Harry Emanuel, qui est de confession juive.
Donc, de dire que le grand patron, le vrai gros propriétaire de TKO et de Endeavor, qui est la compagnie qui possède ça, et de dire, quand c'est lui là, qui signe les chèques au final, là, puis de dire que les Juifs n'ont pas vraiment été massacrés. Ben, j'ai entendu dire que je pense qu'il regrette. Là, que le prochain adversaire de Mitchell, c'est Alex Pereira. C'est ce qu'on m'a dit. On veut être sûr de lui envoyer le message. OK, Johan, merci énormément. Ça fait le tour? Yes. Merci à tous à la maison. Merci d'avoir été là. UFC 315 le 10 mai à Montréal. On le dira jamais assez. Aussitôt que les combats vont être annoncés, on va vous en parler, c'est sûr, ici au SOS Podcast. Johan, merci beaucoup. Merci à tout le monde en régie. Je m'appelle Ben Baudouin. À bientôt, tout le monde. Ciao.